Téléspectateurs de Faladje, un quartier de la commune 6 du district de Bamako, merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, les Grands Jurys reçoivent M. Amadou Koïta, ancien ministre, président du PSI Yelenkoura et porte-parole du cadre des partis et regroupement des partis pour un retour à l'ordre constitutionnel, pas pour une transition réussie, mais cette fois-ci pour un retour à l'ordre constitutionnel. Monsieur le ministre, merci de cette énième comparution devant les grands jurys. Merci. Bonsoir, M. Sidibé. Et bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Renouveau Télé, aux auditeurs et aux auditrices, et également aux responsables du Parti Socialiste PSI Yelenkoura, EPM et du cadre. Et bonsoir à ma vieille maman depuis Badialan. Merci à vous également. Avec moi justement pour vous interroger ce soir, Abdraman Keïta. Il est directeur de publication du journal Les Témoins. Bonsoir Abdraman. Bonsoir. Bruno Djito Sekbedji, je crois que je prononce mieux. C'est bien prononcé. C'est bien prononcé ce soir. Bonsoir Barou. Il est directeur de publication du journal Mali Horizon. Bonsoir Bruno. C'est bien ça, bonsoir. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Les Grands Jurys. Monsieur le ministre, votre observation sur la composition du jury? Non, je suis trois éminents journalistes qui font la fierté du pays, qui sont intransigeants, et je crois qu'on aura un très bon débat. Je dois dire son éminence Abdraman finalement. Allez-y, vos attentes. Effectivement, on vient juste de dire qu'en réalité, il n'est pas dépaysé ici, oui, avec sa fréquence sur ce plateau-là depuis quelques temps. Ça, c'est déjà quelque chose à saluer. Oui. Et aujourd'hui, il est là pendant que sa famille politique est traversée par beaucoup d'épisodes sur lesquels vraiment l'opinion mérite d'être éclairée. Et nous pensons qu'il n'y a pas mieux que le porte-parole pour s'en charger aujourd'hui. Le pays aussi traverse des choses. Je pense que ça intéresse également en tant qu'un cadre de parti, un président de parti, un ancien ministre, un responsable qui aspire un jour encore à accéder à d'autres hautes responsabilités de ce pays-là. Il serait bien de savoir ce qu'il pense et ses approches de tout ce que le pays traverse aujourd'hui. Bruno, la présence du ministre Koïta vous inspire en tout cas une attente particulière? Le ministre Amadou Koïta, c'est un bel orateur. Je l'ai beaucoup suivi. C'est d'abord un bel orateur. Donc, avoir un bel orateur dans un débat télévisé, c'est toujours très bien parce que il est rigoureux, il poursuit ses convictions, il défend ses convictions. Donc, c'est très bien. Maintenant, l'actualité, le cadre, il y a un peu de cafouillage. Vous avez déjà un peu bégayé sur le nom. Donc, on viendra sur ça dans la généralité. Et puis par rapport au débat de la Constitution, le référendum, il y a un peu de cafouillage au niveau du cadre, au niveau de... Donc ce sera l'occasion qu'il édifie les téléspectateurs, qu'il nous édifie sans langue de bois. Avant justement pour d'ouvrir les débats sur la présence du cadre dans la commission de rédaction de la nouvelle commission, monsieur le ministre, déjà, le gouverneur vient d'opposer une fin de non-recevoir à votre demande de meeting qui était prévue pour ce samedi 4 février. Une surprise pour vous? Oui, une surprise et puis une déception. Parce qu'on a déposé cette autorisation il y a bientôt 15 jours. Oui. Nous nous sommes investis. Pas plus tard hier, on s'est réunis jusqu'à 20h pour les préparatifs de ce meeting. Malheureusement, c'est aujourd'hui que nous avons reçu la réponse n'autorisant pas. Nous sommes des démocrates, nous sommes des républicains. Nous acceptons la décision des autorités, mais nous pensons que cet acte constitue une menace sur les libertés. Oui. Or, ces libertés ont été acquises à la faveur des événements. Vous n'avez pas été finalement convaincu par les raisons évoquées par le gouverneur du district de Bamako qui met justement en avant la situation sécuritaire du pays? Oui, il y a la situation sécuritaire du pays, c'est vrai, mais c'est un meeting qu'on voulait organiser et ce meeting pouvait être encadré. Mais nous sommes des républicains, comme je l'ai dit.
Nous prenons acte et nous osons espérer que dans les jours à venir, que la situation sécuritaire va s'améliorer davantage pour permettre aux uns aux autres de s'exprimer. Comme celui de l'accueil de l'imam Mahmoud Diko, le meeting du cadre vient d'être interdit. Oui, mais moi je veux savoir, le meeting du cadre pour Mahmoud Diko, au moins on sait pourquoi les gens sont mobilisés. Quel est le message que le cadre a voulu vraiment passer au Mali avec l'organisation de ce meeting-là? En quoi il était vraiment pertinent? Non, ce meeting, c'était surtout pour nous prononcer sur la situation socio-politique et sécuritaire. Faire une analyse, parler avec les Maliens et écouter les Maliens. On a rencontré beaucoup d'acteurs, surtout de la société civile. C'était l'occasion pour nous également de nous exprimer et par rapport aux questions d'actualité, surtout la question dont vous avez évoqué tout à l'heure, que notre participation à la commission de finalisation. Donc c'était un grand format. Donc depuis bientôt 15 jours, on était dans les préparatifs, mais malheureusement, voilà. Parce qu'il y a d'autres moyens d'expression qui ne sont pas un meeting pour atteindre les conférences de presse, par exemple. Beaucoup d'autres choses. Est-ce que ce n'est pas également un moyen de jauger vos forces, certainement, et de jauger en même temps le degré d'audience des pouvoirs actuels? Peut-être aussi que c'est... Oui, c'était également une occasion de savoir, parce que ça fait bientôt 1 an et demi, depuis le 26 juillet 2021 que le cadre a été créé. Nous avons fait passer beaucoup de messages. Le plus grand homme politique est celui qui parvient à réunir autour de lui le maximum de sa population. C'était pour savoir également ce que nous pesons aujourd'hui, qu'est-ce que l'opinion pense de nous, qu'est-ce que le peuple malien pense de nous, du cadre. Donc c'était une manière... Nous avons fait beaucoup de conférences de presse. Et par ricochet aussi de peser l'audience que les pouvoirs actuels que vous avez jadis... Non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. C'était pour savoir, nous, notre propre audience. Bruno, nous sommes dans les généralités. Oui, justement, dans les généralités, moi j'aimerais venir un peu en arrière. Allez-y. La dénomination cadre des partis politiques et regroupements pour une transition réussie, entre-temps, ça s'est mué en cadre de partis politiques et regroupements pour un retour à l'ordre constitutionnel, et ensuite, on revient encore dans la nouvelle formulation. En tout cas, dans les documents officiels aujourd'hui, on entend encore pour une transition réussie. Pour le retour à l'ordre constitutionnel normal, là, est-ce que ça a disparu? Est-ce que ce n'est pas cette cacophonie ou bien ce cafouillage au niveau du nom qui vous a porté préjudice par rapport à ce meeting? Non, pas du tout. Nous avons changé de nom depuis le mois de novembre, si je ne m'abuse. Le cadre a été créé le 26 juillet 2021 autour des objectifs précis. On avait dit transition réussie. La réussite de la transition dépend aussi de la fin de la transition. Les engagements avaient été pris par les autorités de la transition, par le peuple malien à travers les concertations nationales qui avaient été organisées au lendemain, sinon quelques jours après le coup d'État, où la charte de la transition stipulait que le délai de la transition était de 18 mois. Donc on voulait accompagner la transition jusqu'au terme des 18 mois, conformément aux engagements, conformément aux serments prêtés devant la Cour suprême du président et du vice-président. Malheureusement, cet engagement n'a pas été respecté. Voilà pourquoi nous nous sommes encore retrouvés. On a réfléchi plutôt, on a adopté un plan d'action et maintenant le nom a changé, c'est le cadre des partis et regroupement des partis politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel. Oui. Voilà, c'est ça. Oui, mais même ces derniers jours, ces dernières 48 heures, c'est l'ancien nom qui revient encore. Peut-être il y a certains qui écrivent, sinon toutes les déclarations, tous les communiqués officiels du cadre, c'est le cadre des partis et regroupements politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel. Okay. Certains mettent souvent cadre d'échange pour le retour à l'ordre constitutionnel. Non, le cadre d'échange pour une transition réussie, bon, peut-être ils sont un peu habitués à ça, parce que ça fait quand même 18 mois que ce nom se prononce. Le nom qui est à la page, c'est retour à l'ordre constitutionnel. Non, retour à l'ordre constitutionnel depuis bientôt 6 mois. Allez-y, Abdraman. Oui. Et beaucoup ont quitté, on était plus d'une cinquantaine de partis. Vous avez dit que depuis quelques jours, quelques semaines, vous étiez en train de préparer ce meeting-là. On est tenté de vous demander avec quels moyens, et en même temps vous demander ce que vous pensez de ce sévrage-là des partis politiques depuis quelque temps qui ont droit à des aides publiques qui ne leur parviennent plus. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette posture-là des autorités, alors que même que cette aide-là est indexée sur le budget national, ça ne parvient pas aux partis politiques? Et dans quelle mesure êtes-vous affecté par cet état de fait? Oui, on est un peu au regret de constater quand même, parce qu'on parle de refondation. La refondation commence quand même par le respect des lois.
je crois que l'aide aux partis publics est adossée à la loi. Une loi qui stipule que 0,25% des recettes fiscales consacrées à l'appui aux partis politiques. Comme vous l'avez dit, c'est indexé. Ça veut dire que chaque année, après l'exercice budgétaire, ces 0,25% des recettes fiscales sont quand même versées dans un compte. Depuis 2020, nous n'avons pas bénéficié de cet appui budgétaire. Là n'est pas la question. Soit on abroge la loi, et dès que la loi est en vigueur, ce montant est décaissé. Où va ce montant? Comment utiliser ce montant? On pouvait demander aux partis politiques. Moi, j'ai vu des partis politiques, je crois qu'en 2012 ou 2013, qui avaient reçu un financement de 100 millions, mais qui ont renoncé, qui ont reversé ce montant, parce qu'on était en crise, comme appui aux forces de défense et de sécurité. Ça nous fait quand même 3 ans, 2020, 2021, 2022, on n'a pas reçu ce financement. La loi n'est pas abrogée. Ça veut dire que le montant est quelque part décaissé. Où va ce montant? C'est la question que nous posons. Donc la refondation commence par le respect des lois. Vous limitez à vous poser seulement cette question? Non, on a posé la question au ministre de l'administration territoriale. Il y a un moment, il nous avait rassuré que toutes les dispositions étaient prises, qu'il attendait tout simplement l'instruction, selon les instructions de ses plus hautes autorités. Nous attendons. Il n'y a pas de république sans démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans parti politique. Nous sommes dans la démocratie et c'est les partis politiques. Sauf qu'aux assises nationales, il y a des voix qui sont élevées pour chercher à ce que cela s'arrête, qu'on ne donne plus la... Bon, il y a toujours des restaurateurs qui sont là, il y a toujours des gens qui pensent nous ramener en arrière. Heureusement que les sentinelles sont là. Allez-y. Et nous allons y veiller. Oui, ce financement des partis politiques s'est arrêté, si on peut le dire ainsi, depuis 2020. 2020, il se fait que c'est votre régime, le régime de Ibeka, qui était aux affaires en 2020. Non, en 2020, on a reçu quand même, avant les élections législatives, je crois que les partis ont reçu le financement de 2019. Maintenant, le financement de 2020 devait être bouclé en 31 décembre 2020. Ouais. Donc, c'est en 2021 qu'on devait recevoir ce montant. Ça n'a pas été le cas. Et ceux qui sont hostiles à ce financement-là, ceux qui veulent que ça s'arrête, disent qu'ils n'en voient pas l'utilité. Ils n'en voient pas dans la formation civique, par exemple, ces conseils. C'est dit que ça devrait servir à la formation civique des militants, mais aujourd'hui, on ne sent pas cela. C'est pourquoi ils plaident pour que ça soit arrêté. Je crois que c'est leur opinion. Si je ne m'abuse, c'est le président Alpha Omar Konaré qui a quand même légiféré pour qu'il y ait une loi portant financement des partis politiques. C'est d'éviter que demain un vendeur de drogue ou un trafiquant de tout genre puisse venir s'accaparer des appareils politiques et accéder au pouvoir. Maintenant, il y a des critères quand même. Il y a des critères qui sont bien établis. Les partis qui participent aux élections, les partis qui ont un siège et tout. De deux, les partis qui ont des élus, des députés, des conseillers communaux, des partis également qui ont des députés femmes ont également une plus-value. Je crois que c'est une loi qui est là. Maintenant, si nous estimons que ce financement en est de trop dans le contexte actuel, on abroge la loi. Nous, ce que nous disons tout simplement, chaque année, ce n'est pas une subvention, c'est ça que j'ai dit aux gens. On écrit souvent subvention aux partis politiques, mais dans la loi des finances, ce n'est pas une subvention. Maintenant, ce montant ne peut être affecté ailleurs que lorsqu'il y a un collectif budgétaire. Où est parti ce montant? Puisque c'est en fonction. En 2020, on était à 3 milliards. Plus les recettes fiscales augmentent, plus le montant augmente, ça fait 0,25%. Peut-être ces 3 années, nous devons être à 10 milliards aujourd'hui. Ce financement aussi a encouragé l'émiettement des partis politiques, parce qu'il y a certains partis qui se créaient pour avoir le juste minimum. Écoutez, pour qu'un parti puisse bénéficier de ce financement, il faut être dans les règles, il faut avoir les sièges. Le siège, les assises. C'est pas les partis qui ont l'air récépissé dans leur sac. Il faut avoir des députés. En 2018, il y a beaucoup de partis qui ont eu 5 millions. Simplement parce qu'ils ont... Vous aimez 5 millions. Sur les 200 et quelques partis politiques, si je ne m'abuse, en 2020, il y a 61 ou 62 partis qui ont bénéficié. D'accord. Voilà. Monsieur le ministre, pour avoir pris la parole devant le Conseil de sécurité de l'ONU, au nom de la société civile malienne, la nommée Aminata Cheikh Dicko est aujourd'hui largement critiquée par une certaine opinion malienne. Êtes-vous solidaire du message qu'elle a tenu devant le Conseil de sécurité? Effectivement, nous avons tous suivi depuis bientôt 3 jours, si je ne m'abuse. Je voudrais dire qu'elle n'est pas la première à prendre la parole devant le Conseil de sécurité. J'ai vu des vidéos de Ataï, d'une autre dame, je crois qu'il y a 1 an ou 2 ans. Oui. Je crois que j'ai écouté le message de Mme Haïdara, Aminata Dicko. Je suis ses activités depuis 2017. Si je ne m'abuse, elle a une ONG qui s'appelle Tikal, j'ai oublié, ou bien Tissal, je ne sais pas, j'ai oublié le nom. Je crois que dans son message, j'ai retenu qu'elle salue d'abord la bravoure de nos forces armées de sécurité. Elle salue également la montée, sinon
le renforcement des capacités opérationnelles de nos forces armées et de sécurité. Dans son message également, elle invite la communauté internationale à accompagner le gouvernement du Mali pour venir à bout des forces du mal, à relever le défi face à cette crise multidimensionnelle. Dans son message également, elle touche du doigt les bavures, elle ne parle pas d'exertion. Elle touche du bois des bavures. Je crois que le gouvernement aussi se bat, les sociétés actuelles se battent chaque jour contre ces bavures. Il n'y a pas de théâtre d'opération au monde où il y a une guerre où il n'y a pas de bavure. Je crois que c'est ce message qu'elle a apporté. D'autres ont perçu autrement, mais moi c'est ça que j'ai vu dans le contenu du message. Je pense que nous sommes en démocratie. Donc vous ne comprenez pas la réaction de certains Maliens? Moi je pense qu'on est dans la démocratie. Oui. La liberté d'expression et d'opinion a été acquise au prix du sang. Nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans une république. Laissez les gens s'exprimer, je crois que c'est ça le plus important. Aujourd'hui, là où on touche, elle a également demandé à ce que la communauté internationale aide le gouvernement malien à réouvrir les classes, au retour des réfugiés, au retour des déplacés, la souffrance des femmes. Je crois qu'elle a fait une mise au point. Oui, ça appartient maintenant à l'État. Oui, mais est-ce que, s'il vous plaît, Abdraman, est-ce que vous êtes inquiet pour le sort de la dame quand on sait qu'elle est visée par... ce qui nous revient, qu'elle est visée par des plaintes aujourd'hui? J'ai appris hier qu'il y a une descente dans le domicile de son mari. Oui. Je pense que nous sommes encore dans une république, le respect de la chose publique. Nous sommes dans un état de droit. Force doit rester à la loi. Si l'État estime qu'il lui reproche quelque chose, c'est d'envoyer une convocation en bonne et due forme. Mais envoyer quand même faire une descente, je pense que ce n'est pas bien dans notre pays. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les Maliens doivent se donner la main, les Maliens doivent s'unir davantage. J'ai l'habitude de dire que les seuls ennemis que nous avons sont les forces du mal. J'ai suivi certaines des sorties de travail plutôt de son ONG où elle sensibilisait les gens à comprendre que tous les terroristes ne sont pas les peuls, tous les peuls ne sont pas les terroristes, et que les terroristes sont ceux qui sont possédés par le diable. Je crois que quelque part, positivement, ce qui est bien. Ne regardons jamais le verre à moitié vide, regardons toujours le verre à moitié plein. D'accord. Allez-y, Abdraman. Oui, mais en réalité, ce qui dérange, ce n'est pas ce qu'elle a dit. Ce qu'elle a dit, ça a été ressassé à l'envie par beaucoup d'autres voix ici dans ce pays, sur d'autres lieux. Mais ce qui dérange, c'est peut-être la théâtralisation de la mise en scène. C'est-à-dire que choisir par exemple la tribune de l'ONU au moment où le ministre des Affaires étrangères doit passer le message du Mali, de tout un pays, une voix dissonante, vous voyez, non, est venue un peu vicier. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que des voix comme ça je pense que ça, c'est par sa force. C'est les Nations Unies quand même. Hein. C'est les Nations Unies qui l'ont invité. Oui. J'ai vu Ataï qui s'exprimait il y a quelques années. La délégation malienne a abandonné la salle. Rentrée sur les réseaux sociaux. Il y a une autre dame qui a parlé l'année passée. Oui, ça dit la courtoisie diplomatique voudrait quand même que les Nations Unies informent le gouvernement malien. Voilà, ça c'est quand même le minimum, quoi. Donc je pense que un reproche d'instrumentalisation. Le gouvernement aurait pu aussi dire que, parce que souvent on accuse le gouvernement de restriction des libertés individuelles et collectives, la réduction de l'espace d'expression. Je crois que c'était une manière de dire aussi, voilà, il y a des voix discordantes, la société civile est là, elle s'exprime, la société civile est là, elle donne son point de vue. Vous avez décrit, vous avez résumé ce qu'elle a dit, mais vous n'avez pas répondu à la question si vous partagez ou non le contenu de son message. Ça que je dis ce que je retiens du message. Moi, je suis positif. Je positif plutôt. Ce que je retiens du message, c'est cet appel. Ce que je retiens du message, c'est de dire, faisons attention. Retenir et partager font deux. Non, je dis, ce que je retiens du message, c'est ça, donc je ne vais pas loin. Mais est-ce que cette voix dissonante-là n'aurait pas pu être exprimée ici aux affaires étrangères? Est-ce que Aminata Diko n'aurait pas pu, avant même le déplacement du ministre des Affaires étrangères aux Nations Unies, poser cette problématique-là? Non, ça, je ne sais pas. Je sais que les Nations Unies sont une organisation qui s'impose à tous les pays. Je voudrais dire... Ils ont leur mode opératoire. Est-ce que vous reconnaissez que c'est une forme d'instrumentalisation de la société civile? Parce que c'est les mots, c'est ce que le ministre... Je pense quand même qu'on aurait dû informer les autorités maliennes. On aurait dû, comme le ministre des Affaires étrangères d'ailleurs l'a indiqué, on aurait dû informer les autorités maliennes
C'est ça aussi la courtoisie, c'est ça aussi le rafraîchissement de relations. En lieu et place de ces messages, il aurait pu avoir un autre message que tout le monde attend. Et maintenant, je pense que maintenant les gens se sont lassés de l'attendre et personne ne l'attend plus. C'est les accusations que le Mali a portées contre la France d'idées de terroristes contre lesquels les forces maliennes sont en train de se battre en vain parce qu'ils sont aidés de l'extérieur. Qu'est-ce que vous pensez de ces accusations-là, de leur teneur? Vous pensez que ça... Bon, nous attendons. Vous savez, dans les autres pays, pour des questions d'intérêt national aussi importantes, je crois que le gouvernement fait appel à l'ensemble. Vous voyez, dans certains pays, quand il y a des questions, on reçoit les chefs des partis représentatifs quand même. En France, ailleurs, au Sénégal, j'ai lu un livre d'Abdou Diouf qui me disait, qui dit plutôt quand il était au pouvoir, pour certaines questions, il faisait appel à son principal opposant, Ablaye Wade, partager avec lui les tenants et les aboutissants et tout. Je crois que si nous, en tant qu'acteurs politiques, si on avait été saisis par le gouvernement, nous informer et tout, ça allait nous permettre également de nous mettre du côté du gouvernement. Bon, maintenant, on n'a aucune information. On préfère attendre que le gouvernement organise. Donc vous ne vous sentez pas solidaire de cette suspicion de... Bon, on attend, on ne veut pas faire de procès d'intention. On sait que le gouvernement malien mesure l'ampleur de la gravité de l'accusation. Vous n'avez pas été surpris du fait que le Mali ne le soulève plus sur les tribunes de l'ONU, ou bien parce que la dernière fois quand même... Sauf que le Mali a demandé un conseil de sécurité spécial autour de la question. Qui a été refusé apparemment. Oui. Bon. Ce n'était pas lors d'un conseil de sécurité spécial que le Premier ministre s'était prononcé là-dessus. Oui, c'est le ministre des Affaires étrangères s'était prononcé là-dessus. C'était pas un conseil spécial, c'était un conseil ordinaire. Il aurait pu cette fois-ci aussi revenir là-dessus. D'accord. En attendant, à la grande surprise de bon nombre de Maliens, monsieur le ministre, nous avons pu lire le nom de deux cadres, en tout cas, deux cadres du cadre, en tout cas du regroupement cadre d'échange des partis pour un retour à l'ordre constitutionnel sur le décret portant nomination des membres du comité de finalisation du projet de la nouvelle constitution. N'est-ce pas que cela doit être une surprise pour les Maliens quand on sait qu'auparavant vous demandiez une révision à minima et non une nouvelle constitution? Je suis entièrement d'accord, ça fait un tollé. Oui. Beaucoup d'interprétations. Fort heureusement, il y a des journalistes professionnels qui, avant de condamner, jugent d'abord. Parce qu'il faut juger avant de condamner. Oui. Avoir toute la version. Je voudrais tout simplement dire qu'effectivement, il y a deux cadres du cadre qui ont été nommés par décret pour siéger dans la commission de finalisation. Donc vous-même, Oui, mais j'allais terminer. Allez-y. Dont Amadou Aya, qui est le président des comités d'experts du cadre, et également membre du regroupement Djigiakura et du parti Kodem. Et moi-même, Amadou Koïta, président du Parti Socialiste, et un des vice-présidents du regroupement EPM, et porte-parole du cadre. Oui. Il y a cela 1 mois et demi, si je ne m'abuse, le président du cadre a été saisi par notre ministre du tutelle, parce que c'est le ministre de l'action territoriale qui est le ministre du tutelle des partis politiques. Tout à fait. Partageant quand même une information capitale, lui demandant l'informant que la volonté du président de la transition. Le président du cadre en ce moment c'était Dr Soumaré, c'est le même président. C'est l'actuel président du cadre. C'est tout. Voilà, Dr Soumaré, l'informant de la volonté du président de la transition de créer une commission de finalisation autour de la nouvelle constitution. Il a souhaité, puisque le cadre demande beaucoup plus d'inclusivité, que le cadre participe à cette commission. Dans cette commission. Je crois que le président du cadre, qui a toujours fait une gestion transparente, participative et inclusive du cadre depuis qu'il est président, a tenu à informer tous les présidents des regroupements, pratiquement nous tous qui participions aux réunions du cadre. Chaque mercredi, on se réunit. Il nous a donné l'information ce jour, je me rappelle. Nous lui avons demandé, c'était un lundi, si je ne m'abuse, le ministre voulait avoir la réponse du cadre le même jour. Nous avons demandé d'attendre à ce que le cadre se réunisse autour de la question. C'est une question très importante. Et vider la question du fond. Je crois que moi-même, je n'ai pas eu la chance ce jour de participer à la réunion pour des raisons sociales. Mais mon président, qui est le président de l'EPM, Dr Bokar Tereta, président de l'EPM, était présent. Et puis 2 autres membres de l'EPM. Et tous les regroupements membres du cadre ont participé à la réunion.
C'est vrai, la décision n'a pas été prise de façon unanime, mais elle a été quand même prise de façon majoritaire. Je crois qu'il y a le regroupement Djigiakura qui a estimé que, eux, à leur niveau, ils souhaitent que les réformes politiques et institutionnelles soient en vie, sinon entreprises plutôt par un nouveau président élu. Malgré tout, vous avez choisi le secrétaire, le représentant de Djigiakura. Non, si vous me laissez terminer, vous allez comprendre tout à l'heure. Donc ce jour-là, mais il a dégagé la position de Djigiakura, mais tout en disant qu'il se soumettrait à la décision majoritaire. Donc de façon majoritaire, ça a été décidé que, bon, c'est vrai, nous avons dit que nous sommes pour la révision à minima. Nous ne sommes pas pour une nouvelle constitution. Nous avons également adopté un plan d'action depuis le mois de novembre, depuis le changement de nom. Dans ce plan d'action, nous avons décidé de rencontrer tous les acteurs sociopolitiques, toutes les forces de la nation, échanger avec eux, avec elles plutôt, convenir d'un minimum de consensus autour de certaines questions. Nous avons rencontré des partis politiques, nous avons rencontré le Premier ministre Oumar Sako et son parti, le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra et son parti, d'autres acteurs. le Premier ministre Ablaye Idrissa, l'imam Diko, Aïdara, et beaucoup d'autres. C'était une démarche pour dire que en période de transition, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. Aujourd'hui, le Mali fait face à beaucoup de défis. Il faut qu'il y ait une inclusivité. C'était dans cet esprit. Mais il faut également retenir que le président de la transition aussi a fait preuve d'ouverture d'esprit. Puisque, après le travail de la commission de rédaction de la nouvelle constitution, je crois qu'ils ont même un peu prolongé leur mandat, où ils ont rencontré toutes les institutions de la République, où ils sont allés à l'intérieur du pays pour expliquer. Donc pour eux, à l'époque, c'était clos. Nous nous sommes battus pour dire que nous rejetons. Et lui aussi, il a compris que ça ne fait pas consensus. Voilà pourquoi il a décidé. Mais la mission nous a été confiée. Ça, c'est la première étape. La question du fond a été vidée. 2 ou 3 semaines après, le même ministre a saisi Dr Soumaré, lui demandant de communiquer le nom de deux cadres du cadre. Et là encore, Dr Soumaré nous a saisi au téléphone. Ce jour-là, je me rappelle. Moi, je suis en train de regarder le match de football, la Coupe du Monde. Je vous ai appelé, il dit, le ministre vient de m'appeler, il souhaiterait qu'on communique 2 noms. Il dit, docteur, attends d'abord, dis au ministre d'attendre à la réunion. Mais au cours de ces échanges téléphoniques, nous avons quand même voulu anticiper un peu. C'est moi-même qui ai demandé à Dr Soumaré. Je dis, dès l'instant où nous avons décidé de participer à ce cadre, non, à cette commission de finalisation, parce que j'ai l'habitude de dire que faire de la politique aussi, c'est servir son pays. Dès l'instant où nous avons demandé l'inclusivité, s'il y a cette ouverture, maintenant, si on demande d'y être, nous avons accepté, il faudrait que nous soyons représentés à un haut niveau. J'ai proposé à Soumaré que ce soit un président d'un grand regroupement ou un président d'un grand parti au sein du cadre, plus un expert. Parce que les experts sont la mémoire vivante de notre cadre. Et moi, j'ai proposé à Dr Soumaré ce jour-là de demander au président de Codem et Djigiakura Poulo s'il acceptait plutôt d'être désigné et conduire la délégation du cadre. Poulo a décliné l'offre. Le docteur m'est revenu. Il m'a dit ce jour-là qu'il cherchait le docteur Boucar Tereta qui ne parvenait pas à le joindre. Moi, j'ai eu la chance, j'ai eu Tereta. J'ai dit, bon, monsieur le président, Poulo avait été désigné. Non, il termine là-dessus. Voilà, Poulo avait été désigné. Non, c'est important. Les Maliens, souvent, il faut que le détail. Poulo avait été désigné, il a décliné. Nous avons demandé au docteur Tereta, en tant que président de l'EPM, et président de RPM, si il acceptait aussi de présider. Il a décliné aussi. Il dit non, bon, il voudrait savoir quand est-ce, parce qu'il y a l'international socialiste, je crois qu'ils avaient le congrès de l'international socialiste en Espagne, et que si la commission devait être mise en place et être opérationnelle dans les jours à venir, bon, voilà, nous on n'avait pas aussi le timing de la mise en place de la commission. C'est là où Tereta m'a demandé. Au bout de ce processus, qu'on a demandé à Dr Soumaré. Dr Tereta m'a dit, mais dis à Soumaré, lui qui est président du cadre, il est la personne morale la mieux indiquée de représenter le cadre au sein de cette commission. Nous avons désigné Dr Soumaré. C'est le lendemain à la réunion que Dr Soumaré aussi a décliné. Et ils ont dit, bon, toi, vous étant le porte-parole, de façon unanime, ils vont désigner. Et Aïmadou Aya a été désigné en tant que président du comité des experts. D'accord. Voilà. Abdraman a une question là-dessus. J'ai vraiment une question. En entendant parler, vraiment, en interrogeant le passé, c'est que aujourd'hui, notre interlocuteur aujourd'hui a une approche différente d'épisodes similaires. Puisque lorsque l'ADEMA choisissait de participer aux assises et que vous ne voulez pas, ce n'est pas le même langage que vous tenez. Non, est-ce que voilà, ce n'est pas le même langage. Est-ce que vous n'avez pas vu en retard ce que par exemple un autre élément du cadre avait vu beaucoup plus tôt? Non, l'ADEMA a décidé de façon souveraine de participer aux assises.
Bon, je crois qu'on n'a pas fait de communiqué pour nous désolidariser. Oui, mais on vous a reçu là-dessus, on vous a demandé. Vous ne tenez pas le langage là-dessus. Non, nous avons été reçus ce jour-là. Nous avons tout simplement demandé au président de la transition ce jour-là. Oui, le Mali est un pays de dialogue. Le problème du Mali est un problème de dialogue. Mais tant qu'il y a des initiatives, dialoguons. Nous avons rappelé toutes les forats plutôt. Maintenant, nous avons demandé tout simplement de dissocier des assises la prolongation de la transition. Dès l'instant où cela n'a pas été acté, nous avons décidé de ne pas participer aux assises puisqu'on craignait les conséquences et les conséquences ont été les sanctions. C'est pour les mêmes raisons que vous venez d'évoquer ici. L'inclusivité. Oui, les soucis d'inclusivité. Le souci de participer au débat national qu'il a à l'époque. Mais vous n'avez pas la même approche à l'époque. De la même chose, d'une question pratique. Peut-être pour ce qui concerne les assises en filigrane, il y avait la prolongation de la transition. Il y avait la prolongation de la transition. Ici, il s'agit d'une... Parlons-en, la transition a été prolongée. Vous avez vous-même décidé que vous n'allez plus reconnaître ces autorités-là s'ils dépassent telle date. Oui. Mais vous avez fait une concession là-dessus. Vous venez de faire une autre concession. Est-ce que de concession à concession, Monsieur le ministre, vous n'êtes pas en train de perdre votre identité? Non, le cadre, en tant que vraiment... on perd pas notre identité. Il s'agit du Mali, il s'agit d'une question vitale, la constitution de notre pays. Oui. Notre vision en la matière est claire. Dès l'instant où la réunion a acté notre participation, une délégation du cadre a été reçue par les ministres territoriales. C'était bien avant d'ailleurs la mise en place de la commission. Pour dire que, voilà, dans le fond, nous acceptons de partir. Mais voilà la mission de nos représentants. Aller défendre la révision à minima. C'est cette mission que nous avons. Nous sommes dans cette commission escalité, mandatés pour aller défendre cette position. Mais il s'agit du Mali. Vous savez, la position du cadre n'était pas uniforme bien avant la publication des travaux de la commission, de l'avant-projet de la Constitution. Puisqu'il y a certains qui n'étaient pas contre une nouvelle. À l'époque, Yéléman n'avait pas suspendu sa participation au cadre. Yéléman nous avait dit qu'ils ne sont pas contre ni la révision ni une nouvelle Constitution, sur le contenu qui les importe. Au sein des regroupements, moi qui vous parle en tant qu'Amadou Koïta, au sein de mon regroupement EPM, au cours d'une réunion, j'ai dit, bon, je me soumettrai également à la décision de la majorité, mais moi personnellement, je ne suis pas contre l'élaboration d'une nouvelle constitution. Je me suis expliqué, ils m'ont dit d'argumenter. J'ai dit, il y a pour 3 raisons. Une première raison, la constitution de mars 92 stipule à son article 121 que le coup d'État est un crime, tout coup d'État est un crime imprescriptible. Il y a eu 3 coups d'État, on m'a dit, en 2012, en 2020, en 2021. Malheureusement, ces 3 coups d'État ont été blanchis par les institutions. Je dis deuxièmement, on a fait comprendre aux Maliens, certains hommes politiques ont voulu faire comprendre à certains Maliens que la constitution de mars 92 n'est que la photocopie de la constitution française, à tort ou à raison. Oui. Je dis troisièmement, cette constitution va nous permettre, parce qu'un président déjà élu, quand tu vois un peu en Afrique, à chaque fois qu'il y a des problèmes de révision constitutionnelle, ça pose le problème de 3e mandat. Oui. Je dis la transition est un moment idéal d'aller à une nouvelle constitution. Comparaison n'est pas raison, mais il faut comparer pour juger. Contrairement à mars 91, les auteurs du coup d'État du 18 août ne sont pas allés jusqu'au bout. Je dis en 91, on a suspendu la Constitution. Et on a pris un nouvel acte fondamental. Mais ça c'est moi, mais je me suis soumis. Mais d'où vous vient l'assurance que toutes ces questions-là seront réglées dans le contenu de la nouvelle Constitution? Non, je dis ça, c'était mon point de vue dans les débats internes de EPM. Après, EPM a pris la décision de défendre une révision à minima. Et je me suis plié. Allez-y, Bruno. C'est ça aussi la démocratie. Oui, monsieur le ministre, il y a une question de cohérence un peu quand même dans votre démarche. D'abord, remarquez que un certain nombre de cadres ont désisté. Un certain nombre de cadres ont désisté par rapport à cette invitation à intégrer cette commission-là. Ça ne vous a certainement pas laissé indifférent des chefs de parti que vous avez proposés qui ont renoncé. Si vous, qui avez toujours défendu une révision à minima, vous intégrez une équipe qui va relire, qui va finaliser les bases d'un texte, il y a du politiquement correct ou du politiquement incorrect. Éclaircissez-nous. Le plus important, vous parlez de la forme. Moi, je parle du fond. Oui. Dès l'instant où le cadre, au cours de sa réunion, je crois que c'était début de décembre, a acté, a décidé de participer, le reste, c'est la forme. Que ce soit moi, que ce soit un autre
Oui, vous auriez pu dire, moi je défends une révision à minima, donc je suis mal placé pour siéger dans la commission qui va finaliser un texte de la nouvelle constitution. Tous les présidents du cadre, tous les membres du cadre défendent une révision à minima. Oui. C'est en parfaite connaissance de cause que nous avons décidé de prendre cette décision, en disant que nous ne pouvons pas appeler les Maliens au rassemblement, au consensus, et que les autorités actuelles également fassent un pas vers nous, puisque le fait de décider de créer une nouvelle commission de finalisation, ça veut dire tout simplement que l'avant-projet n'a pas créé un consensus. Au lieu d'unir les Maliens, les a plutôt divisés. Vous voyez, la question de la laïcité pose aujourd'hui problème. C'est voilà pourquoi nous estimons qu'auprès de la constitution du 25 février 92, il est stipulé au préambule: le peuple du Mali s'engage à défendre la forme républicaine et la laïcité de l'État. Vous prenez l'article 118 qui stipule également que la forme républicaine, la laïcité de l'État et le multipartisme ne peuvent en aucun cas faire l'objet de toute révision. Ça veut dire que nous sommes déjà d'accord avec cela. Bien avant, ça fait 30 ans que cette constitution existait. Pourtant, il y avait la laïcité dans cette constitution. Ça n'a pas posé problème. Non, la question, c'est quoi? Comment vous pouvez intégrer une commission de finalisation d'un texte en faisant prévaloir votre volonté d'une révision à minimum? Nous allons nous battre au sein de la commission pour dire que nous sommes présents parce que le Mali, nous sommes deux. Dans 69. Je sais également qu'il y a beaucoup de cadres, j'ai vu la liste après, il y a beaucoup de cadres chevronnés. Je crois qu'il y a beaucoup de cadres dedans. Parmi les 69. Parmi les 69, je ne vais pas les citer. Oui. Nous irons en mission du cadre, aller défendre la révision à minimum. Si c'est acté, peut-être nous deux, nous pourrons convaincre les 67 autres qu'ils acceptent à cette révision. Il ne s'agit pas d'avoir seulement le nombre, mais la qualité. Vous venez de dire ici que la République, c'est de respecter les lois. Il y a des voix qui se disent que les autorités actuelles n'ont pas prérogative de procéder à une révision de la Constitution. Non, pas escalité. Alors, vous dites que vous allez partir pour une révision. Alors, où est la quoi? Oui. Pour une révision au sein d'une commission de finalisation d'un texte. Non, pas seulement finalisation, même si c'est ce qu'il a dit, le décret. Même si c'était la révision, les autorités actuelles, conformément à la Constitution du 25 février, à son article 118, il dit que la révision constitutionnelle appartiennent concurremment au président de la République et au président de l'Assemblée nationale. Oui. Mais nous disons également que nous sommes dans une situation d'exception. La loi, la démocratie est un consensus, la loi est un consensus, et on dit souvent rien ne doit nous obliger à violer les lois de la République. Et quand il s'agit du salut de la patrie. Nous sommes dans une situation d'exception. Ah bien sûr, je le reconnais. Il n'y a pas de présent de transition dans la Constitution. Accepter également qu'une situation d'exception, au nom de la même situation d'exception, on viole certains droits, certaines libertés publiques que vous venez de dénoncer ici, puisque c'est une situation d'exception peut aussi le permettre. Ça peut se justifier par ça, par la situation d'exception que nous vivons. Je pense que nous sommes tous des Maliens, nous sommes tous des patriotes. Nous avons toujours condamné les coups d'État. Nous l'avons fait en 2012, nous l'avons fait en 2020. Je pense que parce qu'on le veut ou pas, tout coup d'État est quelque part comme un échec, quoi. Là, il s'agit de tirer les leçons en 10 ans, 3 coups d'État. Nous sommes dans une situation d'exception, c'est vrai, mais la Constitution de 92 a encore demeure. Elle est complétée par la charte. Nous demandons tout simplement... Non. On va l'écouter aussi. Allez-y. Tout simplement, je reconnais que le président de la transition n'a pas escalité. L'Assemblée, pas l'Assemblée, le CNT aujourd'hui. Mais vous faites une concession. Nous faisons une concession pour le pays parce que pour nous, aucun sacrifice n'est et ne sera de trop quand il s'agit du Mali. Oui, bon, d'où la crainte que vous serez aliéné de concession à concession telle que on vous l'a dit. Est-ce que vous ne serez pas aliéné au point d'avaler la couleuvre par rapport et voir le cadre voler aux éclats. D'autres choses, puisque on est en train de vous attirer, et de vous faire accepter peut-être des choses que vous n'aurez pas acceptées si vous n'aviez pas concédé de siéger dans cette... mais c'est que vous ne comprenez d'accompagner c'est que vous ne comprenez ce train, puisqu'on a comme l'impression... Ce n'est pas la phase finale. Oui. Ce n'est pas la phase finale. C'est une commission de finalisation. Si nous parvenons à nous battre pour que les autorités actuelles, les 69 membres actuels comprennent qu'aller à une révision à minima, nous sommes tous d'accord aujourd'hui que la révision de notre constitution s'impose. Oui. Ouais. Je le dis, Alpha Omar Konaré l'a tenté. Il y a eu des résistances, il a retiré. Paix à son âme, Amadou Toumani Touré l'a tenté, d'ailleurs avec le CARI, le comité d'appui aux réformes institutionnelles, qui a quand même été de façon beaucoup inclusive.
95% des acteurs s'y reconnaissaient. N'eût été le coup d'État le plus stupide de 2012, ce référendum, cette révision était couplée aux élections présidentielles. IBKP à son âme l'a tenté en 2017, oui. Il y a eu Ante Abana. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a la nécessité de toiletter. Voilà. Maintenant, personne ne conteste cela. Voilà, mais aujourd'hui, nous pensons que aller à la révision en minima est plus salutaire. Maintenant, si notre présence de la Commission ne parvient pas à convaincre, mais demain, c'est le peuple malien qui doit trancher. D'accord. Le cadre pourra se retrouver pour aviser après. On pourra peut-être appeler à voter non. Allez-y, Bruno. C'est démocratique aussi. Donc ce n'est pas la phase finale. Tout à fait. Voilà, donc il faut que les gens comprennent. Monsieur le ministre, donc nous n'avons pas posez votre dernière question. Voilà. Dernière question. Allez-y. Monsieur le ministre, il y a certains, on va dire vos détracteurs qui disent quand même que le décret vous nommant 1669 au sein de cette commission précise bien des avantages, qu'il y a des avantages qui seront dus à votre qualité de membre et que ce sont ces avantages-là qui ont pu vous attirer à accepter cette concession dont parlait mon confrère. Qu'est-ce que vous répondez? Il y a quand même des avantages, non? J'ai entendu ça aussi. Non, c'est pas seulement entendu, le décret même l'a bien dit. Vous savez, on dit que c'est que vous êtes par si fort que je n'entends pas ce que vous dites. Je crois qu'au cours de la réunion, nous avons acté. Oui, le cadre prendra part. Nous avons également envoyé, je suis l'un des porte-parole, nous avons quand même 3. Il y a Sékou Niamé Bachili, ce jour-là qui est allé sur Djoliba, c'était le 23 décembre. Allé sur Djoliba. Il y a Tamega qui est allé, je ne sais pas si c'est ici, Renouveau ou bien sur Africa, pour dire que oui, le cadre va participer. Le cadre demande à ses représentants de renoncer aux primes et indemnités. D'ailleurs, le cadre demande aux 69 qui ont été nommés de renoncer, puisqu'il y a des ministres dedans, il y a des membres du CNT, il y a beaucoup de cadres de renoncer aux indemnités. D'ailleurs, on a même demandé au président d'abroger cet article. Est-ce que vous allez suivre ces mots d'ordre? Bon, nous sommes des hommes d'honneur. Oui. Nous avons pris la décision, on ne touchera pas un centime. Maintenant, si la procédure voudrait que nous demandions que le montant soit reversé au trésor, nous allons le faire. C'est une commission de 15 jours. Je ne vois pas en quoi nous avalons notre salive. Oui, il s'agit du pays, il s'agit du Mali. Oui. Donc on part pour défendre nos opinions. Nous avons dit ne faisons pas la politique la chaise vide. Au sein du cadre, nous avons dit ne faisons pas la politique. Et vous avez bon espoir que vous allez impacter les choses. Nous osons espérer. Nous osons espérer, ne serait-ce qu'à cause aujourd'hui de ce problème de laïcité. Oui. Vous voyez, ça crée tellement de problèmes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, restons dans la Constitution du 25 février et apportons des corrections en créant la Cour des comptes. Je crois qu'également, en rééquilibrant beaucoup de choses, notamment le mode de structure. Également, je crois que le délai en cas de vacances de pouvoir... Votre démarche aussi une remise en cause même du texte de base. Il y avait un texte de base qui a été... Oui, le texte de base. Voilà, nous, on avait dit à l'époque, attendons le produit final. Mais lorsque le produit final est arrivé, voilà pourquoi lors de notre avant-dernière conférence de presse, je ne sais pas si vous étiez là-bas, on nous a posé la question sur la Constitution. On m'a dit non, pour l'instant, nous réservons le droit de nous prononcer tant qu'on n'a pas le produit final. Et quand on a vu le produit final, on a vu que c'est un bon travail, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais il y a beaucoup d'imperfections. On ne sait pas si on est dans un régime présidentiel ou bien dans un régime semi-présidentiel. On affaiblit la démocratie, le gouvernement n'est plus responsable devant l'Assemblée nationale. N'est plus candidat celui qui dépasse 75 ans, la double nationalité pour être candidat, mais non président, je crois qu'il y a beaucoup d'imperfections. Voilà pourquoi, dans notre dernier communiqué, regardez dans notre dernier communiqué, la dernière conférence de presse que nous avons tenue, nous avons dit nous rejetons l'avant-projet de constitution en l'état. D'accord. Voilà. Allez-y. Qu'est-ce qu'il reste du cadre après la défection? Bon, c'est pas le nombre qui compte, c'est la détermination et l'engagement des hommes. C'est pas le nombre. Quand vous vous battez pour faire des musiques, pour faire des meetings, vous avez ça c'est le peuple. Une grande mobilisation. Ça c'est le peuple. Et jauger votre. Ça c'est le peuple. Je vais vous dire une seule chose. Nous avons des hommes et des femmes au sein du cadre qui ont été supportés. Nous avons été traités d'apatrides. Nous avons été insultés, père et mère. Mais tout ça, c'est à cause du Mali. Et pour le Mali, pour nous, aucun sacrifice n'est et ne sera de trop. Oui, bon, voilà. Il y a le regroupement des Poulo qui a suspendu sa participation. Quand je dis, il y a eu la défection de ceux qui l'ont dit, ce n'est pas le nombre qui compte. Il y a eu d'abord l'ADEMA qui est parti sur la pointe des pieds. Ensuite, il y a... Pourquoi sur la pointe des pieds? Ils sont partis comme ça, en doucant, sans non, l'ADEMA, il y a une... sans rien dire. Non, c'est nous qui avons fait un communiqué. Ils n'ont pas fait de communiqué. Non, c'est nous qui avons fait un communiqué à l'époque. Bon, on est en conclave. Oui, je sais. Vous êtes en pourparlers même avec l'imam du COR qui n'est pas membre du cadre. Non,
n'est pas en pause. On est allé expliquer. On est allé rencontrer l'imam Diko, comme on a rencontré Ousmane Chérif Haïdara, comme on a rencontré Soufi Bilali, comme on a rencontré Makiba. Donc, il ne faut pas singulariser. Il a dit que la CODEM suspendre, cela ne le dérange pas, puisque ce n'est pas le nombre qui fait, c'est la qualité. Donc, il n'a pas dit ça ne dérange pas. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Alors la CODEM a suspendu. Oui. Les pourparlers vont continuer. Donc, vous avez dit que ce n'est pas le nombre. Non, vous avez dit que beaucoup sont partis. Effectivement, quand on créait le cadre, il y avait plus de 50 et quelques partis. Certains se sont même profités du cadre. On a intégré le cadre, après on monnaie les positions auprès des autorités actuelles. Vous lancez des pics, monsieur le ministre. Non, je ne lance pas, mais c'est des faits. Les faits sont sacrés, le commentaire est libre. Allez-y. C'est notre jargon, allez-y. J'apprends avec vous. Allez-y. Posez la dernière question de l'émission. Vous battez pour l'inclusivité. Est-ce que vous pensez que l'inclusivité pour laquelle vous vous battez est possible dans un contexte où l'épouvantail de la justice est brandi contre des potentiels acteurs, potentiels parties prenantes du jeu politique qui sont obligés pour certains de quitter le pays pour se mettre à l'abri de poursuites? Pensez qu'il est possible d'acquérir cette inclusivité-là pour laquelle vous vous battez dans ce contexte-là? Vous savez, à chaque fois qu'on se parle, on pourra trouver des compromis et des consensus. Vous vous rendez compte, vous vous souviendrez que dans notre dernier communiqué, comme je l'ai dit, de notre dernière conférence de presse, nous avons également appelé au retour de ceux qui sont dehors et demandé au pouvoir actuel que là, une transition est une période de rassemblement, une période d'inclusivité. Il faut que les Maliens se retrouvent, il faut que les Maliens se parlent et que chacun comprenne que nous devons être ensemble pour vaincre les forces humaines. Et ça, ce combat, le cadre est en train de le mener. Et ce discours-là passé, vous avez... On se bat, on continuera de nous battre et nous osons espérer que dans les mois, les jours à venir... Vous serez entendu. La toute dernière question, quelle est selon vous la destinée de ce à quoi vous êtes en train de participer dans un pays miné par l'insécurité? Vous avez emprunté le train de la révision constitutionnelle, mais c'est pour organiser un référendum. Pensez-vous qu'il est possible, dans ce contexte actuel, où même des voix surgissent au niveau... d'organiser cette consultation. Bon, nous avons espoir. Vous savez, le désespoir était sur le moral. Nous avons l'espoir. Des pays comme la Somalie... Si peu de temps, parce que c'est mars. Vous savez, c'est vrai, on n'a pas parlé du processus. D'ailleurs, on devait en parler. Si vous posez la question... On devait en parler. Ça peut être repoussé aussi. Non, ce que vous pensez... Ah voilà, c'est ça. D'un éventuel empiètement également sur les délais, puisque le délai a été déjà l'objet d'un clash entre vous et les pouvoirs actuels. Et voyez-vous, non? Non, nous avons pris acte de la prolongation de 2 ans qui a été pris par décret. Et nous osons espérer que cet engagement sera respecté. Nous, ce n'est pas le timing qui nous importe, c'est le contenu. Le plus important pour nous, c'est que le 25 février, que le futur président de la République prête serment. Le retour à l'ordre constitutionnel, voilà pourquoi nous avons dit cadre des partis, regroupement des partis pour le retour à l'ordre constitutionnel. Le retour à l'ordre constitutionnel n'est déclenché que par l'élection du président de la République. C'est vrai, un chronogramme a été présenté. Il était prévu, le référendum était prévu, il est prévu jusqu'à présent, au mois de mars. Aujourd'hui, nous savons que les conditions ne sont pas aussi réunies, sauf si on réduit la loi, parce que la loi électorale dit que l'âge est mise en place et les démembrements 6 mois avant le référendum. Aujourd'hui, on n'a pas terminé avec les découpages administratifs, mais le référendum et l'élection présidentielle ont quand même cette chance, ce que le référendum n'est concerné que par une seule circonscription électorale, l'élection présidentielle n'est concernée que par une seule circonscription électorale qui est le Mali. Donc on peut organiser l'élection présidentielle pour amorcer le retour à l'ordre constitutionnel. Monsieur le ministre, nous sommes malheureusement au terme d'un débat pour le compte de cette audience. À présent, le jury va se retirer pour vous fixer sur votre sort. Abdraman, nous sommes dans les secrets de la délibération. Bon. Malheureusement, le temps n'a pas suffi pour évoquer vraiment tous les problèmes auxquels le pays est confronté. On s'est limité simplement aux problèmes auxquels sa famille politique et ses choix sont confrontés aujourd'hui. Et force de reconnaître que je n'ai pas été vraiment suffisamment convaincu par ce choix-là. Les présomptions d'aliénation que j'avais sur lui prévalent encore. Pour moi, en réalité, le cadre est en train de faire allégeance et ne veut pas le reconnaître. Qu'il est en train de faire allégeance à ses pouvoirs. Trouve explication à tout. Et y compris les choses les plus hypothétiques pour lesquelles il n'y a aucune visibilité.
Mais cela dit, je pense qu'en réalité, si c'est au nom du consensus, si c'est au nom de leur responsabilité de participer à quelque chose qui sera bénéfique pour l'ensemble du pays, ce n'est pas si mal que ça. Donc, au nom de cette posture-là, patriotique, qu'ils les mettent au devant pour expliquer leur truc, je ne peux pas vraiment vous dire de condamner vivement et de condamner sans concession, puisque lui il a l'habitude des concessions, notre invité d'aujourd'hui. Mais je pense que vous pouvez le mettre en sursis jusqu'à ce que nous sachions en réalité jusqu'où ira leur allégeance, ce début d'allégeance perceptible par ceux qu'il nous a évoqué ici comme argument. Bruno? Contrairement à Abdraman, moi je crois que la politique c'est l'art d'être flexible. C'est l'art d'être flexible. Et les réalités sont tellement fluctuantes que réclamer l'inclusivité et quand l'opportunité de cette inclusivité ou bien un brin d'inclusivité se présente et y renoncer ne serait pas assez pertinent à mon humble avis. Donc, ces prises de position, ces explications, moi je crois que une transition, c'est vraiment le contexte où il faut saisir la balle au rebond, aller avec l'espoir d'impacter, pouvoir imposer cette... J'en doute, c'est vrai, ils seront un peu minoritaires, mais on verra bien ce que ça peut donner. Donc par rapport à tout ça, là, par rapport à ces explications, je crois qu'il n'y a pas lieu de condamner Amadou Koïta, dont j'apprécie la pertinence dans les idées. Donc je plaide purement pour qu'il soit acquitté pour aller pour cette mission pour le Mali, comme il dit. Merci. C'est sur ces deux réquisitoires empreints de beaucoup de subtilité qu'il me plaît de libérer purement et simplement l'accusé des liens de l'accusation. Par conséquent, monsieur le ministre, vous êtes acquitté. Un dernier mot. Merci. Je voudrais dire que s'il y a allégeance, c'est une allégeance au Mali, pas aux autorités. Et pour nous, pour le Mali, aucun sacrifice n'est et ne sera de trop. Donc nous prions le Tout-Puissant de nous ramener en 2023 la paix et la stabilité, que les Maliens se donnent la main. Nous travaillons à respecter nos engagements. Nous encourageons nos forces armées de sécurité. Nous avons l'habitude de dire que nos forces armées de sécurité ne sont pas un parti politique. L'armée, c'est le creuset de l'unité nationale. L'armée, c'est l'outil de souveraineté nationale. Et nos hommes font de leur mieux. Et nous vous remercions également et merci de m'avoir acquitté. Donc le combat du cadre, j'ai l'habitude de dire sur votre plateau que je fais appel, hein. Que le cadre... Je fais appel contre votre acquittement. Je ne suis pas convaincu. Appel rejeté. D'ores et déjà. Le président voilà, je vous remercie. C'est sur cette allégeance sans condition au Mali que prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury. Notre invité était monsieur le ministre Amadou Koïta, ancien ministre, président du PS Yelenkura, porte-parole du cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour un retour à l'ordre constitutionnel. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de Sirakoro. Au revoir.